Bon, allez, on y va. You may need to stick around a little to upload. On dira pas aux gens que t'as mis 45 minutes à essayer de connecter ton micro. Hein. Non, mais franchement, c'est pas normal. C'est pas facile. Non, mais sous Windows, évidemment, je l'aurais fait tout de suite. Mais j'ai pas l'habitude sous Mac. Mais ouais, je sais. Allez, c'est parti. C'est parti. 3, 4, 5. Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Ah, mais c'est donc toi. Mais j'ai tellement entendu parler de toi. Bonjour Jérôme, moi c'est François Sorel et bienvenue dans chez... Jérôme et François, bienvenue chez nous. On est ravis de vous retrouver. Salut ça les fait amis. Plaisir. Ouais. En ce mois de juillet. On vous avait juste avant les vacances. On vous avait un peu oublié, hein. On vous a fait pas des infidélités, mais c'est vrai que là, on a un peu lâché l'affaire sur le podcast chez Jérôme et François, mais vous voyez, il n'est pas mort, il bouge encore. Nous sommes là. Regardez, donnez-lui un petit coup de pied, vous allez voir, il fait comme ça. Bon. Voilà, on est chacun chez nous, on se voit, mais vous ne nous verrez pas parce qu'on est dans des états un peu, on est un peu chill, un peu trop chill, là, je crois. Jérôme est torse nu, moi je suis en string, donc autant vous dire que ce n'est pas possible. C'est dingue. On ne peut pas comme ça décevoir les millions de fans qui nous attendent. Bon. Possible. Dans cet épisode de Chez Jérôme et François, le podcast qui dit n'importe quoi sur la tech, mais avec bonne humeur et sérieux, je vous propose qu'on revienne un peu sur quelques faits d'actualité. Il s'est quand même passé des trucs vraiment intéressants. Il y a quand même eu du lourd ces dernières semaines, François. Hein. Ah bah oui, entre, on va dire, tous les histoires à étage et à tiroir d'Elon Musk, il y a deux, trois trucs à raconter là-dessus. Ouais, bien sûr. Évidemment. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui est toujours dans l'actu. Il y a plein de trucs à dire. On a vu passer plein d'experts et d'innovations intéressantes dans ce domaine. Et puis il y a aussi quand même un truc qui nous a passionnés, qui nous passionne toujours, c'est l'arrivée d'Apple dans un nouveau secteur, celui de l'AR et de la VR avec le Vision Pro qui a été annoncé début juin. Alors on en a beaucoup parlé ensemble, etc. Mais c'est vrai qu'on a peut-être moins eu le temps d'échanger de tout cela avec Jérôme, donc je pense que ça vaut le coup aussi d'évoquer ce sujet. Ça sera tout à l'heure en toute fin de podcast. Voilà, c'est parti pour Chez Jérôme et François, spécial été 2023. François, franchement, s'il n'y avait pas Elon Musk dans la tech, on s'ennuierait, non ? Qu'est-ce qu'on se ferait chier, vraiment ? J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable ce gars-là. Mais écoute, c'est terrible. T'as fait combien d'émissions consacrées à Elon Musk sur BFM Business dans Tech & Co ? T'en as parlé combien de fois ? 1288 fois, non ? Écoute, en fait, c'est même pas une volonté. C'est-à-dire que tu sais, quand on a une quotidienne, forcément, il faut se raccrocher à l'actu. C'est un peu l'objectif. Et l'actu, c'est Elon Musk qui l'a fait souvent. C'est ça le truc. Entre l'espace, entre l'automobile, entre les réseaux sociaux où il fait vraiment n'importe quoi, on est d'accord. Entre sa venue à Paris, où il était un peu la star de Vivatech. Tous ces trucs-là, finalement, font que tous les jours, tu as un nouvel Elon Musk qui arrive comme ça. Oui, bonjour, je suis le nouvel Elon Musk. Et puis, paf, t'es obligé de commenter un peu ce qu'il fait, quoi. C'est vrai. Alors, moi, ce que je trouve étonnant, c'est quand même, ce type est devenu, et surtout en France, hyper segmentant, comme on dit en marketing, hein, hyper clivant. C'est-à-dire que vraiment, maintenant, t'as des pros et des anti-Elon. De plus en plus, moi, on voit... Moi, je dirais... Oui, tu as raison, mais sur une certaine... frange de la population, parce que, tu vois, je pense que nous, on est à Paris, on est très urbain, on s'intéresse à tout ça, et c'est vrai que dans notre bulle, dans la bulle de la tech, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais après, je pense que pour 95% des Français, Elon Musk, ils savent pas qui c'est, et deux, s'ils savent qui c'est, je pense qu'il associe plus à Tesla que, tu vois, à Twitter ou au spatial, etc. Ouais, mais il y a quand même eu beaucoup d'articles dans la presse grand public, dans la presse généraliste. Oui. Et puis des articles pas tendres, pas mal de billets, d'éditos pour critiquer. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui, vues de France, déplaisent énormément, au-delà même de ce qu'il fait dans la tech. Il y a son rapprochement un peu avec Donald Trump, avec les complotistes américains, tout ça vu de France. Alors moi, je trouve, je vais pas juger
ça, je pense que c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, parce qu'on a souvent tendance à regarder tous ces trucs-là avec nos yeux de Français, alors que c'est un Américain. On n'a pas la même culture, c'est pas le même écosystème, c'est pas la même situation politique, sociale. Il y a des grosses tensions en ce moment aux États-Unis, cela dit, c'est pas mal non plus chez nous en France. Et voilà, et c'est pas Elon Musk, oui, par exemple, il est en combat idéologique contre le wokisme, etc. Et on voit ça, nous, de France, c'est pas comme le voir des États-Unis. Donc c'est quand même déjà un truc mais ça compte, en fait, cette dimension-là aussi. Mais tout ça est amplifié aussi parce que c'est le patron de Twitter. C'est-à-dire que, autant que, tu vois, bon, il est patron de Tesla, il est pour, on va dire, des messages un petit peu plus trumpiens, etc. Patron de SpaceX, ok. Mais là, comme il est patron de Twitter, évidemment, ça prend une autre ampleur parce que, Twitter, c'est un média. Bah oui, c'est comme s'il avait un journal, quoi. Si c'était le patron du New York Times, du Washington Post, pour parler de Jeff Bezos, par exemple. Et on sait très bien que quand tu es patron d'un média, c'est très tentant de distiller un petit peu tes idéologies dans ce média-là. Et autant il y en a qui le font de manière un peu plus subtile, lui, non. C'est-à-dire que Musk, il n'a pas de filtre. C'est ça qui est impressionnant. Il n'a pas de filtre. C'est peut-être aussi par rapport à sa posture intellectuelle. On sait que c'est quelqu'un qui est pas tout à fait comme nous. Hein. Il est Asperger, donc il a une vision du monde qui est différente de la nôtre. Je croyais que tu allais dire il vient de l'espace et du futur, ce qui est vrai non, aussi. Mais d'ailleurs. c'est vrai qu'il il a une posture intellectuelle qui est pas tout à fait comme la nôtre, et c'est aussi son avantage, c'est que c'est quelqu'un qui doit réfléchir 10 000 fois plus vite que nous, tu vois, et qui arrive à faire plein de choses. Il est totalement multitâche. C'est quelqu'un qui est un génie, qui est surdoué, mais qui aussi n'a pas les mêmes codes, je veux dire, de communication que quelqu'un de normal, et ça se ressent. Bien sûr. Il fait des trucs fous. Parfois même, tu te dis, c'est irréfléchi, et ça a un impact sur son image, sur l'image de Twitter. Enfin, on se souvient de plein d'anecdotes sur ce sujet. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un d'étonnant et effectivement de plus en plus clivant depuis qu'il est patron de Twitter, quoi. Ouais. Mais cela dit, je pense que... Alors, comme moi, nous étions tous les deux à Vivatech, dans la salle, lorsqu'il a fait cette intervention, qui était quand même un énorme coup. C'était une grande première, une intervention comme ça d'Elon Musk, en plus en France, etc. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'étais sidéré, et je l'ai dit dans mon podcast, dans Monde Numérique, à droite à gauche, je crois même que je l'ai dit sur ton plateau, etc. J'étais sidéré par l'enthousiasme, malgré tout, et la ferveur qu'il y avait de la part des, 4-5 000 participants. Parce qu'on s'attendait. Participants. Ouais, c'est ça. On s'attendait justement à ce qu'il y ait un happening, qu'il y ait des mouvements de protestation. Moi, franchement, j'attendais des huées, des choses comme ça, après tout ce qu'on dit sur Elon Musk en France. Et en réalité, pas du tout. Alors, bien sûr, tous les gens qui étaient là, c'était essentiellement, il faut le dire, des start-upers, des gens qui sont dans le business de la tech, du numérique, etc. Souvent jeunes, donc qui ont plein d'énergie, qui veulent se lancer à fond dans le business. Et aussi beaucoup d'étudiants en école d'ingé, marketing et tout, qui ont un féroce appétit de réussite, d'entrepreneuriat, etc. Et pour eux, Elon Musk reste quand même un modèle indéboulonnable, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, on se rend compte que c'est un peu une rockstar. C'est une rockstar de la tech. Et il est en plus, c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui a un détachement par rapport à ça, je trouve. C'est-à-dire que il joue le jeu, mais sans trop y jouer. C'est assez tu penses étonnant, qu'il est vraiment timide, comme il l'a dit, ou bien c'est fin? Écoute, parce qu'il a commencé comme ça. Hein. Ouais. Et je pense qu'il est timide, mais je pense qu'il est aussi... il est galvanisé par ce qui lui arrive en ce moment. Tu vois, c'est un mec qui est suivi par je sais pas combien de dizaines de millions de personnes sur Twitter. C'est quelqu'un qui est au cœur de tous les médias. C'est quelqu'un qui rencontre les chefs d'État comme un chef d'État. Mais qui est au même niveau que les chefs, et sans doute peut-être même avec plus d'influence que certains chefs d'État. Voilà, j'ai l'impression en plus qu'il apprécie notre pays. Il réagit souvent sur la France. Il est venu plusieurs fois, avec le Choose France. Donc ça, c'était à l'initiative d'Emmanuel Macron. Il est revenu pour Vivatech. De temps en temps, il tweet aussi.
il s'est ému des dernières émeutes en France en tweetant là-dessus. Donc, tu as l'impression qu'il suit quand même ce pays. On attend peut-être même des investissements significatifs de la part d'Elon Musk en France. Oui, mais pour l'instant, on les a toujours pas. Et la fameuse Gigafactory, il semblerait qu'elle soit plutôt partie pour l'Espagne ou l'Allemagne, ou je sais pas où. Tu sais, on en parle beaucoup de ça dans Tech & Co. Je pense pas qu'il y aura une Gigafactory parce que la Gigafactory, elle est déjà à Berlin. Oui, elle est déjà à Berlin, oui. Et je pense qu'elle est surdimensionnée. Et assez dimensionné pour produire des voitures dans toute l'Europe. Mais on peut peut-être imaginer quelque chose de plus subtil sur la recherche, par exemple, ou peut-être une antenne SpaceX, ou alors une antenne, tu sais, je sais pas moi, même Tesla pour de la recherche de véhicules, sans forcément avoir une usine. Ou sur l'intelligence artificielle, on sait qu'ils se positionnent aussi là-dessus. Donc on va voir, on verra si c'est de la poudre aux yeux, simplement pour faire plaisir au gouvernement et toucher des subsides, parce que évidemment tout ça, derrière tout ça, il y a aussi beaucoup d'investissements. Mais ça sera à suivre, on va voir. Ouais. Et puis juste encore un mot sur l'autre Elon Musk, c'est-à-dire le patron de Twitter, tu l'as dit. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on enregistre ce podcast alors que Meta vient de lancer Threads, donc concurrent potentiel. Hein. Enfin, en tout cas, c'est un copycat, comme on dit, de Twitter. Et c'est drôle parce que la question c'est, voilà, est-ce que entre les boulettes diverses et variées d'Elon Musk qui ont fait fuir les annonceurs, qui énervent un peu les utilisateurs de Twitter, plus l'arrivée de Threads, est-ce que il n'est pas en train de mettre Twitter en danger? Il y a pas mal de papiers d'ailleurs dans la presse spécialisée pour dire qu'il casse Twitter, que c'est la fin du monde, etc., etc. Ça aussi c'est un truc qui est quand même un sujet à suivre. Hein. Ouais, mais alors moi je suis assez partagé parce que est-ce qu'il ne faudrait pas faire confiance à Elon Musk? Parce que quand tu vois qu'il a réussi Tesla, quand tu vois qu'il est en train de réussir son SpaceX, alors là, il est sur un autre modèle. Hein. Twitter est un média. Je pense qu'il gère... Il connaît pas grand-chose aux médias. Voilà, il gère Twitter un peu comme une industrie au pas de charge, en quelque sorte, avec toute son intelligence et son efficacité. Mais est-ce que effectivement c'est la bonne méthode? Je ne sais pas. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à lui faire confiance. Parce que c'est quelqu'un, à mon avis, d'éminemment intelligent. Ouais, mais il y a plein de gens qui te répondent oui, non, mais ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il a réussi Tesla et SpaceX qu'il peut pas faire des bêtises pour Twitter. Oui, mais c'est comme... Non, mais d'accord, mais on peut pas dire l'inverse non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il a réussi Tesla et SpaceX qu'il va rater la transformation de Twitter. Donc je pense que là, Twitter est en mutation profonde. Il est en train de transformer cette appli pour qu'elle gagne de l'argent, parce qu'il faut rappeler que Twitter n'a jamais gagné d'argent. Il est en train de trouver un modèle économique, donc il tâtonne avec des trucs parfois lunaires, etc. Mais peut-être que dans 2 ans, on se dira, ben voilà, le Twitter d'aujourd'hui est rentable, il est agréable, etc. Il a trouvé sa vitesse de croisière, et on sera en train de dire, ben voilà, tiens, il a encore réussi son pari Elon Musk. Donc, c'est un peu trop tôt. Tu sais, c'est un peu comme ceux qui disent, oui, Apple se lance on en parlera tout à l'heure, ouais. Apple se lance dans le Vision Pro et les masques de réalité virtuelle, ou comment il s'appelle, Mark Zuckerberg avec Meta, il va se planter, etc. Mais en fait, ces gens-là ont une vista à des années. Et nous, on n'a pas la même frise chronologique, en fait. Nous, on commande quelque chose qui est en train de se passer. Mais ces gens-là ont une vision sur des années, en fait. Ils sont... c'est un peu leur métier, tu vois. Et nous, on est un peu trop au pied du mur à chaque fois. Bah, c'est embêtant, mais je suis exactement de ton avis, en réalité. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et sur Twitter, la seule chose où je diffère, moi, je pense qu'il n'a pas cassé Twitter et qu'il y a encore de fortes chances de réussite, et notamment économique. En revanche, j'ai noté un truc, tu dis, il va faire je sais plus comment tu as dit, un Twitter agréable ou élégant. Etc. Je pense que Twitter va devenir assez dégueulasse, mais c'est ça qui fera que ce sera rentable aussi. C'est-à-dire que Twitter est déjà dégueulasse. S'il fait un Twitter dégueulasse, il va se retrouver au cœur de régulations qui vont l'assommer. Si ouais, tu veux. C'est sûr. Regarde, il y a des limites à la dégueulasserie. Et je pense que Twitter a toujours été dégueulasse, Jérôme. C'est le média social dans lequel nous-mêmes on se fait le plus agresser, où on se prend des remarques, on comprend rien, lunaires, etc. Alors on a l'habitude maintenant. On vit ça très très bien, hein, on vous rassure, mais c'est vraiment le média le plus clivant, mais même avant que Twitter, que Elon Musk le rachète. Donc,
voilà. Oui, mais c'est là où je dis dégueulasse, c'est-à-dire que sans franchir des limites inacceptables, punissables par la loi, etc., mais cette espèce de tension permanente qui est usante, qui est un peu stressante et qui paradoxalement est totalement addictive. C'est-à-dire que plus c'est crasseux sur Twitter et plus on en redemande d'une certaine manière. Mais tu sais, tous les réseaux sociaux sont addictifs. Oui, tous. TikTok, c'est incroyable. J'ai mis un jour un doigt dans TikTok, mais j'y suis resté 1 heure. Et pourtant, tu vois, j'estime être assez vigilant, etc. C'est une espèce de drogue pour le cerveau. Moi, j'aime bien l'analogie que fait Lucas Perrodin, que tu connais bien, qui a travaillé chez Meta, et qui dit que c'est un peu un bonbon, c'est du sucre pour le cerveau. Ouais. Et quand on goûte à ça, on n'arrête pas. Et pareil, tous les réseaux sociaux sont addictifs. Voilà. Regarde le temps qu'on passe sur les réseaux, que ce soit Twitter, TikTok, Instagram. Je pense qu'il faut parfois être un peu, comment dirais-je, entier et se dire stop. Voilà, on touche pas. Il faut de la volonté pour ça. Voilà, mais il faut de la volonté pour ça. Ça fait des shots de dopamine, la dopamine. Exactement. Qui dope le cerveau. Mais t'as raison, juste un mot. Non, mais pour revenir sur la réponse de Meta, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec Threads. Parce que Threads on coupe. Il démarre sur les chapeaux de roue. Il démarre 30 millions d'abonnés téléchargements en 24 heures. Enfin, en 24 heures. Mais oui, mais ça va être intéressant de voir ce qui va se passer parce que Threads est, on va dire, couplé à Instagram. Ça, c'est la force. Tu t'imagines un peu les centaines de millions d'abonnés qu'il y a sur Insta. Alors, au-delà du fait de s'inscrire à Threads, après, il faudra l'utiliser. Et c'est ça qui va être intéressant. Exactement. Est-ce que les gens vont utiliser Threads ou alors l'installer parce que Meta leur a proposé et ça servira à rien. Donc, tout ça est assez intéressant. Bon, on parle de l'IA un peu. Il y avait longtemps, l'intelligence artificielle. Tu as fait une belle émission, là. T'as vu comme je te fais ta pub? Tu as fait une belle émission récemment. 3 heures de nuit de l'IA, ça s'est bien passé? Oui, il m'a fallu une journée pour m'en remettre. Non, mais c'est vrai qu'avec Fred Simotel, que tu connais bien, on a fait une émission spéciale. Écoute, c'était très cool parce que... vous aviez tout le gratin, tous les gens qui comptent dans ce domaine, aussi bien les penseurs que les faiseurs, etc. Oui, on a eu la chance d'avoir un joli casting. On n'a pas réussi à avoir Yann Lequin, mais bon, Yann Lequin... Yann Lequin, très difficile. Très difficile. C'est un peu comme l'étoile qu'on n'arrive pas à atteindre. Peut-être que si quelqu'un le connaît, il pourra peut-être... Non, mais parce que Yann Lequin, moi j'en ai discuté avec son staff, là, il me dit, mais tu te rends pas compte, il reçoit une dizaine de sollicitations d'interviews par jour du monde entier. Donc il en fait beaucoup, on l'a vu dans pas mal de médias. Mais moi je désespère pas, je suis sûr qu'un jour il viendra sur ton plateau ou il viendra dans mon podcast. Oui, bien sûr, évidemment. Parce que c'est un monsieur qu'on estime, qu'on a déjà interviewé, etc. Qui sait qu'on le respecte et qu'on pourrait avoir une conversation intéressante, j'espère. Mais effectivement, il est débordé. Voilà, Yann Lequin, rappelons-le, qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Meta, parce qu'on parle de lui comme si c'était notre cousin, mais enfin voilà, c'est une personne qui compte, c'est un vrai ingénieur dans l'IA. Et en plus, qui a une position vachement intéressante en ce moment, parce que il est un peu, si on devait dire, il y a le camp des pessimistes et le camp des optimistes, lui, il est dans le camp des optimistes. Parce qu'en fait, il n'arrête pas de se battre pour dire que non, l'IA ne va pas détruire l'humanité, que l'IA, c'est génial, c'est là pour nous augmenter, pour nous faciliter la vie, etc. Donc, il commence à être vraiment avec un point de vue très, très marqué, et qui est une position qui est super intéressante. Mais c'est intéressant parce que, je sais pas si tu as remarqué, Luc Julia, qui était sur notre plateau, c'était mercredi dernier, a le même point de vue. Et j'ai l'impression que ce sont les anciennes générations, sans être, tu vois, clivant par rapport aux générations, mais ce sont les vieux de la vieille de l'IA qui veulent être rassurants. Alors oui et Yann non. Lequin, Luc Julia. Alors que les plus jeunes, tu vois, tu prends par exemple Sam Altman, est beaucoup plus réservé sur ce sujet. Le patron d'OpenAI, ChatGPT. Exactement. Mais cela dit, ce que je dis est pas tout à fait vrai, puisque tu as le patron de l'intelligence artificielle de Google qui est parti, Jeffrey Hinton. Comment Hunton, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Et Joshua Bengio.
Joshua Benjo, le Québécois, qui est vraiment l'alter ego de Yann Lequin. Ils ont eu la médaille Field ensemble. Ils sont de la même génération. Et eux n'ont pas le même point de vue. Hein. Ah non, eux, ils n'ont pas le même point de vue. Eux, ils tirent la sonnette d'alarme en disant « Attention, c'est la fin du monde et compagnie ». Après, tu sais, je pense que oui, c'est une vraie rupture technologique. On en a parlé beaucoup. On s'est pris, nous, toi et moi, une claque avec ChatGPT. Et on a mis un moment à s'en remettre. Et toi, tu l'utilises. Ah, moi, je l'utilise, je peux t'en parler d'ailleurs. Au quotidien, mais marrant. Tu vas nous en parler. Mais c'est vrai que je pense que il faut encore une fois raison garder et ne pas aller dans les extrêmes. C'est-à-dire que, effectivement, cette intelligence artificielle, et moi je le vois sur le plateau Tech & Co, on en parle tous les jours, il y a des pans entiers de secteurs qui vont être bouleversés. Par exemple, on a fait un très joli talk sur le divertissement et sur l'industrie de la télévision et des scénaristes avec l'intelligence artificielle. Ça va changer plein de choses. On va pouvoir faire des films avec des acteurs qui ne sont plus là. On va pouvoir créer des scénarios qui représentent l'attente des gens, parce que le scénario, tu vas lui dire je veux, je sais pas moi, une série thriller, mais qui coche tous les codes que les gens veulent avoir aujourd'hui dans une série. Bam, l'intelligence artificielle va aller sur tous les réseaux, sur Google, va te mettre 10% d'histoire d'amour, 20% de thriller, mais ça c'est le côté 30%, déprimant un peu quand même. Ça on dirait Disney. Ça c'est. Non, mais attends, parce que en fait, je posais cette question-là et la personne disait pas forcément, parce que après derrière tu as malgré tout la patte humaine qui va ajouter de la créativité, etc., etc. C'est un outil. Mais il y a aussi la sonnette d'alarme qui est tirée par les doubleurs, par exemple, parce que demain on pourrait doubler des séries, tu vois, sans comédien. Aucun comédien. Bien sûr. C'est ça qui est incroyable. Et avec une perfection, tu sais, de synchronisation des lèvres. Parce que, regarde, un truc tout bête, on en parlait mercredi, mais c'est fou, c'est un exemple. Hein. Tu regardes une série américaine doublée en français. Tu remarqueras que la synchronisation n'est pas la même, puisque... Alors moi, je regarde jamais les séries doublées, désolé, mais je déteste ça. Les séries, films, malgré le respect que j'ai pour les comédiens, c'est insupportable. Je préfère m'embêter à lire les sous-titres. Hein. Bien sûr, moi aussi, mais pour l'immense majorité des personnes qui regardent des séries américaines en français, tu sais que, voilà, si les séries sont doublées, c'est que la plupart des gens la regardent en français. Et bien là, grâce à l'IA, ils vont en fait redessiner les lèvres des comédiens, pour qu'on ait l'impression qu'ils parlent en français, et le doublage se fera en français par l'intelligence artificielle, synchronisé. Oui, et ça va arriver. C'est un truc qui va arriver. Je ne sais pas si tu as vu, à Vivatech, il y avait l'INRIA, tu sais, l'Institut français de la recherche en informatique, qui présentait exactement un travail d'un chercheur qui fait ça, qui fait du lip-sync parfait. Après, bon voilà, est-ce qu'on remplacera tout de suite le comédien ? C'est pas sûr, hein, parce que le comédien de doublage apporte de l'émotion, apporte, si tu veux, de quelque chose, quoi, dans le doublage. Mais je crois qu'il faut... Les comédiens qui ont réussi à se créer une véritable personnalité, etc., identifiable, que ce soit visuel, parce qu'ils sont à l'image, ou qu'ils sont ou vocal, eux, ça va aller. Là où c'est plus dur, c'est pour, on va dire, un peu le tout venant. Est-ce que tu as vu la nouvelle série de Black Mirror ? Et notamment le premier épisode. Alors non, mais on en a parlé justement pendant la nuit de l'IA. Il paraît qu'il est monstrueux, cet épisode. Alors, cet épisode est incroyable, puisque donc l'idée c'est, mais qui avait déjà été exploitée dans le cinéma, hein, c'est que on prend un acteur, en l'occurrence une actrice célèbre, c'est comment elle s'appelle, l'américano-libanaise là, Salma Hayek. Oui, Salma Hayek, oui. Salma Hayek, qui apparaît, etc. Et en fait, c'est simplement parce qu'elle a donné les droits pour qu'on utilise son image, et du coup, on l'a fait tourner dans des tas de films, y compris des films et des séries, sans rentrer dans le détail et sans spoiler, qui sont contraires à ce qu'elle voudrait faire, et après, elle n'arrive pas à récupérer la maîtrise de son image. Donc, il y a une espèce de Salma Hayek virtuelle qui tourne des contenus que la vraie Salma Hayek ne voudrait pas tourner. Et ça, c'est un vrai problème. Mais en tout cas, l'idée positive qui est derrière ça, c'est qu'effectivement, demain, tu auras des rappeurs, des artistes, vivants ou morts, etc., qui auront une image tellement forte qu'ils pourront la monétiser en restant dans leur canapé, en fait. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est incroyable.
Oui. Et bon, voilà, je crois en plus que dans ce premier épisode, il y a aussi tout ce qui est informatique quantique qui permet d'accélérer tout ça. Ouais, mais alors sans spoiler. Non, mais alors là, il y a une grosse boulette technologique. Oui, parce que l'informatique quantique n'a rien à voir en fait avec l'accélération graphique. Exactement. Après, on sait pas ça. Non, Jérôme. Mais il présente. Peut-être que dans 10 ans ou 15 ans, l'informatique quantique permettra d'accélérer encore l'intelligence artificielle. On sait pas. Ce que m'ont expliqué tous les gens que j'ai interviewés sur l'informatique quantique, c'est que ça n'a rien à voir avec... C'est pas un super ordinateur tel qu'on l'a aujourd'hui. Parce que dans le Black Mirror, c'est vendu comme la super accélération graphique, en expliquant que c'est l'informatique quantique qui permet de faire des super images de synthèse. Or, c'est pas du tout... l'informatique quantique sert absolument pas à ça. Enfin bon, fin de la parenthèse. Voilà pour l'IA. On parlait d'intelligence artificielle. Je salue Luc Julia, qui, je le sais, est un auditeur fidèle de chez Jérôme et François. C'est vrai. Salut Luc. On est ravis de te Il va nous écouter dans sa maison hyper connectée de Palo Alto, là, ou dans un avion, parce qu'il est tout le temps dans les avions, Luc. Et sinon, l'IA, il y a quand même des choses vachement intéressantes. Déjà, il se passe des choses en France. On a l'impression qu'il y a une espèce de contre-offensive de la French Touch en ce moment. J'entendais hier l'autre jour dans ton émission spéciale IA, on se félicitait, on se gargarisait du fait que le modèle Llama de Google tournait avec 80% de Français. En fait, c'est des Français qui sont à l'origine de ça. Il y a des belles initiatives qui se préparent en France. Il y a Mistral, il y a Light On, moi que j'ai interviewé il y a pas longtemps. Il y a des trucs quand même intéressants. Il y a Hugging Face, mais qui n'est pas c'est des Français, mais c'est pas une boîte française. Voilà. Après, et puis en plus, ça va à toute vitesse. Ce qui est fascinant aussi, c'est que voilà, il y a cette histoire de modèles qu'on arrive à enregistrer. On a besoin de toujours plus de puissance graphique. Il y en a un qui se frotte les mains, c'est le patron, c'est Nvidia. Alors eux, ils sont sur un nuage. Mais bien sûr. C'est incroyable. Ils ont dépassé 1000 milliards de valorisation boursière, là. C'est fou. Parce qu'en fait, tout le monde a besoin, à partir du moment où tu es dans l'IA, tu as besoin de la puissance de calcul faite par Nvidia. Et donc, ils achètent toutes ces boîtes achètent les cartes graphiques par palette entière. Ils commandent par palette pour les mettre dans des data centers. Je te parle pas du désastre environnemental. Et puis, ça, on n'en parle pas assez. Et ça coûte une blinde, en fait, parce qu'en général, les boîtes n'achètent pas leurs cartes graphiques, elles louent en fait cette puissance dans le cloud. Tu vois, il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Mistral.ai, ils n'achètent pas des cartes, enfin je pense pas. Ils les achètent pour les faire installer chez un prestataire, chez un tiers. Ouais. Mais après, tu as plusieurs solutions. Soit tu achètes tes cartes, soit tu loues de la puissance de calcul, en fait. Tu vois. Donc mais la bonne nouvelle, c'est que, je pense que les gens que tu as rencontrés ont dû te le dire aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on aurait besoin de moins en moins de puissance, en fait. Ça avance très très vite et on arrive à optimiser tout ça. Voilà, on arrive à entraîner des modèles. Un peu comme la compression vidéo, la compression audio, c'est ça, c'est pareil. Petit à petit, on arrive à optimiser. Voilà. Ouais, tout ça pour utiliser à la fin ChatGPT. Alors c'est vrai que moi je m'en sers un peu de ChatGPT chaque semaine pour en fait ce qu'on appelle un peu l'editing de mon podcast. Tu vois, une fois que toute la partie audio est faite, j'aime bien autour faire une newsletter, des articles, etc. Mais comme ma matière première c'est un peu des notes que j'ai prises pour enregistrer l'audio, je balance tout ça dans ChatGPT et je lui dis tiens, écris-moi un article bien propre avec la bonne ponctuation, les bonnes formules à partir des informations que moi je lui donne. Donc je lui donne des tas de bouts de phrases et de notes en vrac et lui il me reconstruit des petits articles que je veux assez courts en plus en général. Et pour ça c'est assez pratique, c'est vraiment cool ça. Mais oui. Mais ChatGPT, il faut lui donner à manger. Il faut pas croire. D'ailleurs, c'est une vraie erreur d'essayer de l'utiliser comme Google en lui posant des questions, en essayant de s'appuyer sur son savoir, parce que son savoir n'est absolument pas fiable. En revanche, quand tu lui donnes à manger, c'est top. Oui, c'est ça. Et puis tu as pris la version 4, c'est ça ? Ouais, j'ai pris la version 4, qui est d'une puissance hallucinante. Ce qui est dommage, c'est qu'elle va moins vite. D'accord. Parce que comme elle est connectée en temps réel elle est un peu moins rapide. Au web, je pense qu'elle prend plus de temps à aller scraper l'information avant de la recracher. Quoi. Après, ce qui est très intéressant, j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui font ça, mais qui sont vraiment des pros, qui utilisent l'API de ChatGPT avec des programmes qu'ils ont eux-mêmes développés. Ils pluguent l'API dessus, ils vont exploiter toute la puissance de ChatGPT, et notamment du 4, et c'est beaucoup plus rapide, c'est hyper performant, mais ça coûte au bout d'un moment ça commence à coûter parce que tu payes à la quantité de data.
Voilà. Bon, de toute façon, on aura, je pense, d'autres occasions de parler d'intelligence artificielle parce que ça va tellement vite. Je discutais avec un spécialiste qui m'expliquait que quasiment tous les jours, il y a des innovations. Il y a des innovations incroyables. Hier, sur le plateau de Tech & Co, on avait Hugo Borenstein, qui est un gars super, qui a travaillé chez Meta et qui maintenant a monté sa boîte dans l'imagerie 3D. Il expliquait que la nouvelle version de Midjourney avait été est incroyable. Tu peux maintenant générer des images en 8K. Tu te rends compte ? Donc 8K, tu as... Là, il doit y en avoir du processeur NVIDIA derrière. Hein. Une multitude de détails, c'est fou. Et c'est de plus en plus performant, de plus en plus bluffant, quoi. Ouais, et tu vas voir dans ChatGPT, quand ils vont introduire ce qu'ils ont annoncé, la reconnaissance d'images, donc ce qu'ils appellent le multimodal, c'est-à-dire que tu pourras faire du texte ou balancer de l'image en entrée, et que l'intelligence artificielle va pouvoir t'analyser l'image, te la décrypter, te la décrire, enfin tout ce qu'on peut imaginer à partir de ça. Ça va être encore une autre dimension qui va être franchie, là. Ça va être de la folie. Ouais, c'est clair. Bon, alors, troisième chapitre de ce Jérôme et François, c'est le Vision Pro d'Apple. Forcément, on ne pouvait pas passer à côté. Je pensais qu'on allait parler barbecue maintenant. Ah, bah si tu veux, attends, en plus c'est la saison là-haut. Ouais, puis, c'est ton expertise, c'est ton core business. Hein, je peux vous dire que de temps en temps avec Jérôme... on n'est pas que dans la théorie, hein, dans ce domaine. Ça, on trahira pas de secret, mais c'est vrai que les petits déjeuners, pas les petits déjeuners, mais les repas du dimanche au soleil chez François avec le barbecue. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est assez c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. Et donc. Alors bientôt, on fera ça en réalité virtuelle, augmentée. Ouais, je suis pas sûr quand même, faut pas exagérer. Mais il faut quand même saluer cette initiative de la part d'Apple. Alors, on savait que c'était un secret de polichinelle depuis pas mal de temps, mais là. Ok, ça y est, Apple se lance dans le vide avec ce nouveau segment. C'est, à mon avis, l'une des informations les plus importantes de l'année parce que quand tu vois que Apple, là, crée un nouveau segment, se lance dans une nouvelle aventure, d'une nouvelle gamme de produits avec un nouvel environnement logiciel et des risques inhérents à une nouvelle génération de produits, franchement, tu vois, on disait souvent, Apple est un peu... il ronronne. Comment dirais-je ? Voilà, prend pas trop. Voilà, ça ronronne. Ils prennent pas trop de risques dans l'innovation, etc., etc. Bah là, d'un coup, c'est chaud. Hein. Alors ils y vont lentement, mais malgré tout, ce masque de VR, enfin, je sais même pas comment on peut l'appeler. C'est AR/VR, réalité mixte. Ouais. Il a l'air assez intéressant. Mais bon, voilà, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est ça le souci, c'est que Apple appuie sur un bouton et déroule en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une vision sur 5 ans, 10 ans. C'est comme Mark Zuckerberg avec son projet de VR aussi, et puis c'est peut-être aussi comme Elon Musk avec Twitter, tu vois. Il faut vraiment prendre ça avec du recul. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. On est à une période qui est quand même, comme toutes les périodes précédentes dans la tech, vraiment intéressante, parce que tu as à la fois des choses qui vont très vite, l'IA dont on parlait à l'instant, où toutes les semaines tu as une nouveauté, et des choses qui sont beaucoup plus sur la durée et sur la longueur, comme tu le dis, Twitter ou Vision Pro. C'est vrai que, quand on voit du côté de Meta, on s'est moqué même de Mark Zuckerberg en disant... Ah ça y est, il a foncé dans le métavers et puis maintenant il lâche l'affaire, il arrête tout, etc. Tiens, on m'a même raconté une blague très drôle. J'ai peur. Non, mais c'est pas cochon, hein. Mais je sais pas si je dois dire qui me l'a raconté ou pas. Et il se reconnaîtra, parce que je suis sûr qu'il écoute le podcast. D'accord. Oui, tu sais, ça s'appelait Facebook avant, et après ça s'est appelé Meta, parce que c'était la mode du métavers, tu vois. Donc tu sais quel est le prochain nom de Meta ? Ils vont s'appeler IA. IA. Parce que c'est ça qui est à la mode maintenant. Donc voilà. Tu veux dire par là qu'ils changent de mot, de nom suivant les modes. Ils changent de nom en fonction du temps, en fonction de ce sur quoi ils peuvent communiquer. Bref. Cela dit, on dit qu'il a tout laissé tomber. On sait bien que c'est pas vrai. On en parle moins. C'est moins un axe de communication parce qu'effectivement la mode c'est l'IA. Mais il continue sa route. Il continue sa route dans ce domaine. Rappelons que là, dans quelques semaines, sortira le Quest 3.
qui est le nouveau modèle de masque de Meta. Donc voilà, ça va pas s'arrêter. Non, et alors en plus, le fait que maintenant Apple aille là-dessus, on se dit, voilà, il va se passer... Soit ils vont tous se planter, peut-être. on n'a rien compris. Ouais. Voilà, ça peut arriver. Soit, oui, enfin, après, s'il y a une météorite qui tombe sur la Terre, on aura peut-être d'autres chats à fouetter, mais... Oui, ou plus rien à fouetter d'ailleurs. Ou plus rien à fouetter du tout. Soit il va vraiment se passer quelque chose. Et ce qui est intéressant dans l'histoire d'Apple, c'est que, ils ont montré le produit, qui a fait son petit effet, et pour notamment quelques journalistes français qui ont pu l'essayer, il est visiblement particulièrement bien fini, avec des trouvailles assez sympathiques. Après, quand il va sortir, on va commencer à en voir les défauts, parce qu'il y aura forcément, on va dire, il y a ça, il est trop lourd, finalement la définition n'est pas ce qu'on espérait, je sais pas quoi. Mais là où il faut qu'il nous surprenne, après, c'est sur les usages. Parce que pour l'instant, alors il y a l'histoire du bureau virtuel qui avait déjà été un peu amorcée par Zuckerberg d'ailleurs. C'est l'une des promesses, le métavers, la réalité virtuelle augmentée pour travailler, parce que tu mets ton casque et tu as une espèce de poste de travail incroyable, démultiplié, etc. Est-ce que ça deviendra une réalité ? Et puis est-ce qu'il y a d'autres promesses d'usage par derrière ? Et là, je pense que la balle est chez Apple, mais pas seulement. Ça viendra peut-être de développeurs et d'entreprises tierces, en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Mais on le disait tout à l'heure, c'est un marathon qui va durer longtemps. Ce Vision Pro, qui est premier modèle, est un truc, tu vois, c'est presque un proof of concept, c'est presque une vitrine technologique. C'est une Apple V1. dit, voilà, on vous montre ce truc-là, mais évidemment, on va pas en vendre. En plus, je sais pas si tu as suivi l'actu, là, mais ils devaient en produire 1 million en 2024, mais les fournisseurs ont dit, attendez les gars, on n'y arrivera pas, parce que c'est tellement une usine à gaz à faire, ce truc-là, qu'on pourra en faire que 400 000. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment... Les démarrages vont être tous autant chaotiques. On est au début de quelque chose qui va s'installer dans la durée. Et peut-être que dans 2-3 ans, on aura quelque chose d'un petit peu plus accessible, d'un petit peu moins gros. Mais en fait, franchement, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la légère ce que dit Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg dit une chose, il dit on arrivera à des lunettes quasi équivalentes à celles qui existent aujourd'hui avec de la réalité augmentée, etc., dans 10 ans. Ouais, voilà. Bien sûr. C'est-à-dire que la technologie sera prête, on arrivera à miniaturiser les batteries, les processeurs, les caméras, les écrans, etc. Il nous faudra au moins 10 ans. Donc voilà, le gars, il a sa roadmap, il va voir Qualcomm qui lui dit, écoutez, dans 5 ans, on sera là, on estime que dans 10 ans, on sera là, etc. Et petit à petit, ils font des produits de plus en plus fins, de plus en plus légers. Et là, que ce soit Apple, Meta, etc., la technologie, elle est partout pareille, si tu veux. Tu vois, et voilà. Donc, on est au début d'une histoire. C'est pas pour tout de suite, mais c'est hyper passionnant, quoi. Hyper passionnant. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il faut être patient. Il faut qu'on sache un peu attendre. Et puis, il y a tout l'écosystème logiciel à créer. Parce que dans 10 ans, quand ta paire de lunettes sera prête, il faut que derrière, tout l'écosystème soit mature, tu vois, pour que tu puisses inonder le marché avec un truc et des killer apps à la pelle. C'est pour ça aussi qu'Apple lance ça aujourd'hui. C'est parce qu'ils savent que, au-delà du marathon technologique et hardware, il y a tout un écosystème soft à créer, embarquer des développeurs qui, au début, ne vont pas gagner d'argent, d'accord ? Parce qu'il n'y aura pas de marché. Mais quand ça va exploser, là, ça va être peut-être encore plus fort que l'App Store. Oui, et quand tu dis l'écosystème de software, c'est un peu ce que je disais, c'est les usages, c'est pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Est-ce que à quel moment il y aura le point de bascule qui fera qu'on aura réellement envie de s'offrir un produit comme ça pour en faire quelque chose qu'on a super envie de faire. Et pour ça, il faudra qu'il y ait là où les killer apps, et deux, que les prix aient baissé, parce que $3 500, on n'est clairement pas sur un produit grand public, c'est certain. C'est certain. Et puis 3005 sans les taxes en France, tu sais quoi, plus le temps passe, plus je me dis que ce produit ne va pas sortir en France parce qu'il n'y en aura pas assez, parce que entre-temps, il y aura peut-être l'annonce d'un nouveau produit moins cher, etc. Je sais pas. Mais voilà, on va suivre ça de près parce que... Le premier iPhone n'était pas sorti en France, hein.
il était sorti, mais plusieurs mois après. Oui, c'était Orange, rappelle-toi. C'était Orange, sorti, tout à fait. En exclusivité, enfin, c'était un truc de dingue. Il était loqué, rappelle-toi. Il était loqué, il marchait que avec l'opérateur Orange. À l'époque, tous les téléphones vendus par les opérateurs étaient comme ça, en fait. C'est ça. Il fallait prendre un forfait spécifique, tu vois. C'était une usine à gaz. Et puis après, belle époque. L'iPhone 3G est arrivé, et là, ça a été le début de l'histoire, quoi. Ouais, c'était vraiment l'iPhone 3G qui a Mais peut-être que, voilà, on est à l'orée d'une révolution comme l'iPhone. Espérons-le, parce que quoi de plus beau, quoi de plus belle réussite que l'iPhone et le smartphone. Franchement, c'est incroyable. S'ils arrivent à faire ce qu'ils ont fait avec l'iPhone, c'est-à-dire à réinventer la manière d'interagir avec le numérique, avec le casque, effectivement, là, on aura franchi l'étape ultime. Je pense que, comme tu le dis, ils y croient, mais pas pour tout de suite. Non, c'est clair. Et puis, c'est aussi un challenge important pour Tim Cook, qui veut laisser son empreinte, je pense, là-dedans, avant de partir, parce que Tim Cook, est encore tout à fait... Le bilan est plutôt honorable pour l'instant. Mais très honorable. En fait, très honorable. Quand tu vois la valorisation d'Apple, c'est incroyable. Mais je pense qu'il était important pour lui, alors peut-être pas pour son ego de lancer une nouvelle gamme de produits, mais en tous les cas, faire avancer Apple. Rappelle-toi, enfin je sais pas, mais on a attendu la voiture Apple pendant des années, elle est jamais arrivée. Il y avait des télés. Le téléviseur Apple. Voilà. Enfin si, moi j'en ai un. T'en as pas acheté un ? De quoi ? De téléviseur Apple. Non, je l'ai pas acheté. Ah bon ? Mais si, j'avais acheté en Chine. Tu crois que c'était un faux ? En tout cas, il y avait une pomme dessus. Enfin bref, je me serais fait avoir. Si tu veux, je pense que Tim Cook, lui, il veut partir en ayant lancé un nouveau chemin dans l'innovation d'Apple. C'est tout à son honneur. Et il faut le faire. C'est courageux, quand même. C'est très courageux. C'est magnifique. Encore quelque chose qui prouve qu'on vit une époque fantastique. Mais voilà. Bon, écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Ouais. Je pense il n'est de meilleure compagnie qui ne se quitte. Donc, c'est beau. Donc, on va se quitter. On était ravis de passer avec vous encore ce petit moment. François, on te retrouve sur Tech & Co, sur BFM Business et dans l'émission Tech & Co tous les soirs, n'est-ce pas ? Bien sûr. Pendant encore 2 semaines. Oui, parle bien en face du micro. Pendant encore 2 semaines, parce qu'après, ça sera les vacances. Donc, et toi, carrément, tu décroches pendant les vacances. C'est quoi ce... Ah ouais. Je décroche, sauf si tu m'appelles. Là, je décroche pas. Salaud. Mais non, mais bien sûr, tu sais très bien. Ouais. Écoute, moi, pour l'instant, Monde Numérique continue tous les samedis, même quasiment tous les jours avec des interviews. Mais pendant les vacances, moi, je ne vais pas oublier mes chers auditeurs fidèles. Je suis en train de leur préparer une petite série d'été. Voilà. Mais toi, tu es vraiment top. Vraiment. Tu chouchoutes tes auditeurs. Je crois que je suis drogué du travail. Et c'est pour ça que je t'aime. Donc on est ravis de vous retrouver. On se retrouve plus trop, juste un petit mot, on n'est plus ensemble sur l'émission Tech Hebdo. Il n'y a que les barbecues le lundi soir. Il n'y a que les barbecues, mais vous le voyez, ça ne veut pas dire qu'on s'aime plus, mais voilà, on a été obligé de réorganiser certaines choses dans nos vies professionnelles respectives, tout ça machin. Donc écoutez, il y a des étapes comme ça dans la vie. Bien sûr. Par contre, si tu m'invites dans Tech Co, je viens avec plaisir. Évidemment, mais tu sais que la porte est grande ouverte et tu viens quand tu veux. Et puis voilà, peut-être qu'il y aura d'autres projets un jour, tous les deux, sans doute. Sans doute. Tout à fait. Bon, écoutez, on a été très heureux de passer ce moment en votre compagnie. Profitez bien de cet été, bonnes vacances. Quand je pense qu'il y en a plein qui doivent nous écouter là, en train de bronzer au soleil, tranquille, vous avez bien raison. Et on sera là à la rentrée, bien sûr, on reviendra à la rentrée. On sera là à la rentrée, ouais, exactement. Allez, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Et bonnes vacances à tous. Salut.